Donc, comme on le disait tantôt, les fonctions principales de l'instrumentation peuvent être regroupées en 8 catégories. Donc, on va les voir. Oh là là, voilà. Donc, la première catégorie, en fait, c'est la fonction de mesure. Donc, la première fonction de l'instrumentation est de mesurer les grandeurs physiques d'un procédé. Donc, exemple, mesurer la température d'un four à 850 degrés, mesurer le niveau d'une cuve de 5 mètres, mesurer le débit d'eau de 120 mètres cubes, mesurer la pression d'une chaudière à 8 bars. Donc ça, c'est la fonction première, autant pour moi. L'autre fonction, elle permet de détecter un état ou un événement. Par exemple, présence d'une pièce sur un convoyeur, ouverture d'une porte, fin de cause d'un vérin, détection de niveau haut ou de niveau bas. Voilà. Les autres fonctions, donc, on a la fonction de transmission aussi également. Donc, les informations mesurées doivent être transmises vers les systèmes de contrôle. Donc, la fonction de transmission va beaucoup voir les signaux numériques. Donc, on a les signaux tout ou rien, ou bien les signaux analogiques, donc du 420, du 0, du 420 ou bien du 020. Et puis, tu as le 010 volts aussi. Et puis, on a aussi les réseaux industriels, donc les protocoles Modbus, RTU, TCP, Profibus, RAC. Bref, tous les types de réseaux industriels qu'on utilise pour pouvoir acheminer les données. Et on a aussi la fonction de surveillance aussi. Donc, l'instrumentation va permettre de surveiller en permanence le fonctionnement des installations. Donc, les paramètres suivent la température d'un moteur, la pression d'une chaudière, le niveau de réservoir, débit réservoir, débit production temps pour moi. Ensuite, on a les fonctions de commande. Donc, les informations mesurées servent à piloter les équipements industriels. Ça, c'est vrai. Donc, les équipements commandés, donc tu as les pompes, vannes, variateurs, moteurs. Et puis, on a la fonction de régulation aussi. Donc, la régulation maintient automatiquement une grandeur physique à une valeur de consigne malgré les perturbations. On a envie de produire, par exemple, notre savon à, à une température de 100 degrés. Donc, lorsque la température augmente, la fonction de régulation va permettre de ramener cet objectif à 100 degrés en fait. Donc, exemple, régulation de la température d'un four, régulation de la pression d'une chaudière, régulation de niveau d'une cuve, régulation du débit d'une canalisation. Ensuite, on a la fonction protection, dont l'expérimentation va contribuer aussi également à protéger les personnes, les équipements et l'environnement. Par exemple, les arrêts d'urgence, la détection incendie, la détection de gaz, la protection contre les suppressions. On a aussi également la fonction acquisition et exploitation de données. Donc, les données mesurées sont enregistrées et exploitées pour améliorer les performances des installations. Donc, utilisation, on a l'historisation des données, les tableaux de bord, l'analyse des tendances, le calcul des KPI. Donc, voilà un petit peu les différentes fonctions que l'instrumentation peut remplir. Alors, les notions sur les procédés industriels. Donc, un procédé industriel, c'est quoi exactement? Donc, un procédé industriel, c'est un ensemble d'opérations permettant de transformer des matières premières, de l'énergie ou des informations en produits finis ou semi-finis, répondant à des exigences de qualité, de sécurité, de coût et de performance. Donc, dans ces définitions, on voit très bien que le procédé, en fait, ça permet de faire entrer une matière première et de la faire sortir en matière semi-finie. Mais dans toute la chaîne de transformation, il y a les exigences de qualité qu'il faut prendre en compte, la sécurité du matériel et du personnel qu'il faut prendre en compte, les coûts qu'il faut prendre en compte et aussi également la performance. Donc, on va voir beaucoup de notions sur les procédés industriels. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que généralement, les instrumentistes et les automaticiens, c'est les personnes qui maîtrisent toute l'usine en fait. Parce qu'il y a de l'instrumentation partout, que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau du conditionnement en fait. Donc, vous avez de la matière première qui arrive, qui va passer par tout ce qui est fabrication, utility. Donc, utility, c'est les énergies en fait.
Et puis vous avez, lorsque la fabrication termine, on va acheminer ça directement au niveau du conditionnement. Donc, l'instrumentation va intervenir dans tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on parle de procédé industriel. Donc, un instrumentiste, par exemple, qui ne maîtrise pas le procédé industriel de l'usine dans laquelle il travaille, il aura du mal à pouvoir venir à bout de toutes les pannes ou bien de tous les projets qu'il faut mettre en place dans cette usine-là, en fait. Alors, le schéma fonctionnel, en fait, pour contrôler un procédé, donc un travail d'analyse indispensable, exactement. Parce qu'il y a des schémas fonctionnels qui existent, qui permettent en sorte que, quelle que soit la culture ou le pays que vous venez, que tous les ingénieurs qui interviennent dans ce procédé-là puissent comprendre exactement de quoi il est question. Donc, et celle-ci aura une influence sur le procédé. Un schéma fonctionnel est une représentation de la synthèse de cette analyse, décrivant les fonctions entre les grandeurs physiques sans aucune notion de matériel. Dans quelques terminologies employées, on a les grandeurs réglées. Donc, la grandeur réglée, c'est quoi? C'est la grandeur à maîtriser. Et on a aussi ce qu'on appelle les grandeurs incidentes. Donc, c'est les grandeurs ayant une influence sur la grandeur réglée. On a ce qu'on appelle la grandeur réglante. Donc, c'est la grandeur incidente choisie pour agir sur le procédé afin de modifier la grandeur réglée par des critères techniques ou économiques. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les grandeurs perturbatrices. Donc, toute grandeur incidente autre qu'une grandeur réglante. Donc, le schéma fonctionnel simplifié, en fait, donc, dans un schéma fonctionnel simplifié, toutes les grandeurs sont représentées par des flèches à gauche pour des grandeurs incidentes et à droite pour des grandeurs à maîtriser. La fonction reliant ces grandeurs est inscrite dans le rectangle. Donc, au milieu, là, vous avez cet exemple-là, par exemple. Vous avez juste au milieu ici, vous avez, par exemple, ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que la fonction de la cuve tampon. Alors, on a les grandeurs perturbatrices et puis on a les grandeurs réglantes. On a la grandeur réglée ici. Donc, ici, vous avez toujours cette même fonction-là. Ici, c'est des débits. Voilà. Et puis, ça, c'est le niveau, en fait. Donc, la grandeur réglée, c'est le niveau qu'on veut régler. Et puis, les grandeurs incidentes, en fait, ce sont les débits, en fait. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des représentations normalisées. Donc, il existe plusieurs représentations normalisées fournissant un outil universel de communication entre les diverses instances concernées par la conception. Donc, d'un côté, on a la fabrication et la mise en œuvre d'équipements de régulation. De l'autre côté, on a la mesure, l'automatisme des procédés industriels. Donc, ces différentes représentations sont le schéma fonctionnel spécifique à l'analyse de procédés, les plans de circulation des fluides et d'instrumentation qui décrivent le processus, le schéma d'interconnexion décrivant les raccordements entre tous les instruments du processus. Donc, on verra un petit peu c'est quoi un plan de circulation de fluides, c'est quoi un schéma d'interconnexion décrivant les raccordements entre les instruments de mesure, ou bien c'est quoi un schéma fonctionnel spécifique à l'analyse de procédés.